Chiffrage. Avec Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix. Bonjour Antoine. Merci d'être là en direct. Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Antoine. En forme, en direct, tous les deux ce matin. Alors, on est sur deux constats assez étonnants. Premièrement, Félix Baron, je vais commencer par vous. Les Américains ont un petit peu de défiance vis-à-vis de leur marché boursier. Ce qui paraît, mais alors totalement contre-intuitif quand on voit, alors déjà, les performances, le niveau d'éducation financière des Américains qui n'ont pas peur d'aller vraiment aller chercher de la croissance en bourse. Et alors, malgré des performances qui nous rendent malades tellement c'est outrancier, eux, ils se disent « Oh là là, mais ça ne va pas du tout ». Qu'est-ce qui explique ça ? Eh bien, il faut savoir que la majorité des Américains, à peu près 70% des Américains, pensent que le marché boursier est en baisse. Ce chiffre est hallucinant. Mais pourquoi ? C'est dingue. Parce qu'en fait, il y a déjà... On ne peut pas dire que les États-Unis soient devenus vraiment le pays de la vérité depuis quelques années. Mais bref, la réalité, c'est qu'il y a un fossé patrimonial qui a été creusé aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 60% des Américains qui pensent être en récession, alors que le S&P a créé 17 000 milliards cette année. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une confusion. C'est vrai que sur le papier et de manière tout à fait vérifiable, certains États américains, 20 sur 52, sont dans une situation de récession. Maintenant, ça va au-delà. C'est plus du ressenti là, dont vous nous parlez. Oui, mais en fait, c'est tout le décalage entre le ressenti de Main Street et puis une petite poignée de l'économie qui s'en sort. Ouais. Parce que vous avez des licenciements à un niveau de 2008, 1 200 000 licenciements cette année. Vous avez 68% des Américains qui parlent de l'inflation du coût de la vie tous les jours. Mais les indicateurs macro n'indiquent que seulement 33% de probabilité de récession. Vous n'avez pas un indicateur macro classique qui l'indique immédiatement. Je parle d'ici 2027. En fait, la croissance américaine, qui est honorable, 3,8% au deuxième trimestre, 1,6% au premier semestre malgré les droits de douane, elle est trompeuse. Elle est trompeuse pour un thème qu'on connaît, pour une raison qu'on connaît tous, c'est que 63% de cette croissance est liée aux dépenses faites dans l'intelligence artificielle. Donc en fait, vous avez deux économies. Une économie dans laquelle les investissements dans l'intelligence artificielle ont été multipliés par 4 depuis 2022, en 3 ans, et une économie dans laquelle les investissements dans les structures non-tech, non-IA a baissé de 20% depuis 2022. Et la majorité des travailleurs, des ménages, des consommateurs travaillent dans cette industrie-là, qui, elle, n'a pas eu autant de dépenses d'investissement depuis 3 ans. Donc, vous avez une économie avec des consommateurs qui sont fragilisés par les licenciements dont je parlais, par la hausse du coût de la vie. Et puis, vous avez une économie où 10% des entreprises représentent 76% de la valeur boursière, les géants de la tech, où tout va bien. Ils ont aucun problème. La hausse du coût de la vie, pour eux, c'est une donnée dans les journaux. Donc, la baisse des taux d'intérêt dont tout le monde parle aux États-Unis, que tout le monde attend, c'est pas pour les géants de la tech. Ils ont suffisamment de cash. C'est surtout pour les consommateurs fragilisés. Ils en ont besoin pour prendre des crédits renouveler les crédits consommation, renouveler les crédits auto. C'est à eux que ça va favoriser. Mais est-ce qu'on n'en vient pas finalement à une problématique qui nous saisit, alors aussi bien du point de vue économique que du point de vue politique, qui est une extrême polarisation, en fait, entre deux univers qui se ressemblent, mais alors plus du tout. C'est une polarisation. Alors, la bonne nouvelle, parce que là, le tableau est un peu sombre, il y en a une, c'est que si vous ne voulez pas être du mauvais côté du fossé patrimonial, donc de cette polarisation marquée par ce fossé, eh bien, il faut détenir des actifs. Ceux qui ont des actifs, et des actifs plutôt cotés en bourse, donc qui vont au moins aussi vite que l'inflation, en tout cas que la hausse des prix sur le marché financier, parce que la baisse des taux va alimenter la flambée des prix sur le marché financier, c'est là où ça prospère le plus, eh bien, ils seront protégés de ça. Donc, c'est déjà une bonne chose que la plupart des Américains détiennent en moyenne plus d'actions que les Français. Parce que la baisse des taux d'intérêt dont je parlais, évidemment, elle va profiter temporairement aux ménages pour pouvoir relancer un peu les crédits à la consommation, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça va alimenter la flambée des prix et ça va alimenter dans le même temps le fossé en augmentant l'indice S&P. Certains analystes parlent déjà d'un S&P à 7000 points dans 6 mois. Donc, la recommandation finale dans un univers aussi polarisé, le terme est excellent parce que je vous l'ai dit, 10% des sociétés cotées représentent pas loin de 80% de la valorisation totale. Eh bien, la recommandation, elle est un peu brutale, simple, mais si vous détenez des actifs,
vous êtes protégé, vous êtes en tout cas du bon côté de ce fossé patrimonial. Christian Fontaine, cette polarisation, ce ressenti des Américains, selon vous, c'est un signal faible intéressant et dont il faut vraiment prendre compte? Alors, la polarisation, on la connaît bien sûr aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. La différence, le décalage qu'on peut observer parfois entre les indicateurs économiques et le ressenti des gens, on l'a aussi de ce côté-ci. Et autre point, je dirais, similaire, c'est que c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de gagner, voire de très bien gagner sa vie en se comptant uniquement sur son salaire. Et donc, d'où l'importance d'avoir d'autres sources de revenus. Et ça, je dirais, c'est un point clé auquel sont très attachés les jeunes de ce côté-ci de l'Atlantique qui souhaitent très vite, lorsqu'ils mettent de l'argent de côté à 24, 25 ans, c'est certes pour la retraite, mais c'est aussi pour acquérir une certaine forme d'indépendance financière vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de leur salaire. Et donc, bien sûr, on retombe sur le même sujet que gérer mieux son épargne, cela permet à un moment donné de compléter les revenus versés par la sphère professionnelle. Et qui dit gérer mieux son épargne dit aussi, investir sur les marchés financiers. Donc voilà, il y a un certain nombre de problématiques qui bien sûr sont identiques des deux côtés de l'Atlantique. Alors, investir sur les marchés financiers, on en parlait d'ailleurs, coïncidence avec Julien Nimenzal d'eToro, aussi peut-être profiter de cette fin d'année pour vanter les mérites du placement régulier, de l'investissement régulier. On a parlé du DCA, le fameux Dollar Cost Averaging. Est-ce que ça reste pas... on voit qu'on a quand même des épargnants français qui sont un petit peu rétifs au risque, même s'ils voient que le risque est leur allié sur le long terme. Bon, les fonds euros, les placements sécurisés, ça les intéresse. Est-ce que finalement, pour pallier ce facteur risque, le placement régulier, le DCA, mais le fait de pouvoir placer son argent régulièrement tous les mois et pas une véritable aubaine, et notamment pour prendre en compte un phénomène qui est l'allongement de la durée de vie? Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, la DCA, oui, et bien sûr, mieux intégrer l'allongement de la durée de vie. Vous savez, on est le 9 décembre, oui. C'est le moment des bilans et surtout, on est à quelques jours c'est les derniers jours boursiers, donc on commence à retravailler son portefeuille dans la perspective de l'année prochaine. Ouais. Dans une période d'incertitude comme aujourd'hui, il faut s'attacher aux grandes évolutions sociétales qui s'imposent à tous et à commencer par le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, en fait, débouche sur un nouveau risque dont on ne parle pas assez, c'est le risque de longévité. Et là où vous avez raison, c'est que sous ce risque de longévité, il y a le risque de ne pas épargner assez. Vous savez, aujourd'hui, les épargnants, le taux d'épargne augmente avec l'âge et à la retraite, les retraités continuent à épargner. Demain, ça ne sera plus le cas. Demain, les retraités seront obligés de puiser dans leur épargne pour maintenir leur niveau de vie. Et là, je vous fais grâce, je dirais, tout le monde doit sortir sa calculette pour estimer un tout petit peu le capital nécessaire la veille de votre départ à la retraite pour maintenir votre pouvoir d'achat. Et c'est là où la DCA est absolument essentielle. Que vous allez arriver à la conclusion qu'il faut des sommes considérables la veille de la retraite et donc il faut absolument épargner tout au long de sa vie. Il faut deux choses. Un, épargner différemment, c'est-à-dire que les placements à taux fixe qui sont historiquement, je dirais, privilégiés de ce côté-ci de l'Atlantique, aujourd'hui n'offrent pas des rendements assez suffisants à la hauteur des enjeux, très clairement, pour se doter d'un capital suffisant dans lequel puiser le moment venu. Et donc il faut dynamiser. Et pour dynamiser ces placements, notamment davantage les investir en bourse, sans prendre le risque d'investir une grosse somme la veille d'un krach boursier, qui est quand même le gros risque, vous avez entièrement raison, il faut faire ce que les banquiers français traditionnels appellent l'investissement programmé, ce que les réseaux sociaux appellent à la mode américaine, donc, DCA, sous les DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir chaque mois une même somme sur les marchés financiers. Et pourquoi ça marche? C'est parce que ça permet, d'abord, vous lissez vos prix de revient. En gros, vous êtes toujours gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, si la bourse progresse, eh ben, vous allez vous réjouir parce que les investissements que vous avez réalisés jusqu'à la hausse de la bourse réinvestir. De la valeur. Et si la bourse chute, ben, vous allez aussi vous réjouir parce que vous allez réinvestir à un prix de revient inférieur à votre moyenne. Donc le dollar cost averaging, c'est essentiel. Attention, c'est une stratégie qu'il faut mener vraiment sur le très long terme. Regardez l'indice Nikkei, il a baissé pendant des décennies. Donc
il faut le maintenir sur très long terme et surtout diversifier, je dirais, ses investissements. On ne fait pas du DCA sur une valeur, on ne fait pas du DCA sur un liquide, LVMH, etc. Stratégie globale. Il faut faire du DCA sur un indice ultra large. Pourquoi pas le MSCI Worldwide? Vous savez que j'adore cet indice qui est investi sur plus de 1600 valeurs des pays développés. Il y a seuls les pays émergents qui ne sont pas dans le spectre. Vous avez raison. Mais oui, il faut absolument tenir compte de ce risque de longévité qui a aussi des impacts, on pourra en parler en matière de transmission. Bien sûr, oui. Et il faut en tenir compte, je dirais, pour oser prendre davantage de risques avec ces placements. En fait, vous n'avez pas le choix. Si vous placez tout sur le livret A qui vous rapporte moins de 1% net de la hausse des prix, il va vous falloir 70 ans pour doubler le pouvoir d'achat de votre capital. Donc, vous n'avez pas le choix. Félix, la stratégie, long terme, DCA, diversification, on est sur les bons ingrédients? Ouais, même à court terme, le DCA, ça marche. J'ai regardé pendant que Christian donnait de bons arguments. Ouais. Cette année, j'aurais investi 100 € tous les mois dans l'or, très simplement. Au lieu d'avoir 1200 € à la fin de l'année, je suis à 1800. Bon, alors on parle de l'or qui a énormément augmenté. Ouais. Évidemment, je n'ai pas fait x2 puisque j'ai investi de janvier à décembre. Mais sur des actifs contre-inflationniste, c'est assez protecteur. On peut faire du DCA sur le long terme, sur de l'or, sur des métaux précieux. On peut aussi faire du DCA, et là, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'enveloppe fiscale, sur des SCPI. Il y a des solutions qui permettent d'acheter des parts de SCPI sur le long terme. Et en fait, l'avantage du DCA, moi, je le privilégierais sur des solutions qui, au bout de X années, généralement 7 ans, 15 ans, 20 ans, apportent une vraie franchise fiscale. Il y a les SCPI, il y a les métaux précieux, il y a les SCPI aussi de démembrement. Ça, c'est assez pratique. Christian parlait d'investissement programmé. C'est pas idiot de se dire à 45 ans, je vais investir dans cette société, dans cette SCPI de démembrement, et j'en jouirai pleinement dans 20 ans, quand elle sera remembrée. J'aurai un allègement fiscal et des revenus, ou alors je pourrai liquider tout ce que j'ai capitalisé. Je pense qu'il est essentiel de faire du DCA sur un support d'investissement dont on est quasiment certain qu'il va progresser sur le long terme. Je pense que si on mise uniquement sur une matière première, je pense que c'est très risqué. Si vous misez sur un panier des 1500 plus grandes valeurs des pays occidentaux, peu ou prou, vous êtes quand même quasiment assuré que ces entreprises-là, en moyenne, vont prendre de la valeur parce qu'en fait, c'est quasiment impossible que toutes perdent de l'argent du jour au lendemain. Après ça, il peut y avoir des phénomènes boursiers, mais franchement, voilà, un indice le plus large possible me semble le meilleur conseil qu'on peut donner à vos éditeurs. Félix, le mot de la fin. Encore faudrait-il que sur le MSCI Worldwide, il n'y ait pas une polarisation, je reprends le mot, trop forte. Je crois qu'il y a 5% sur Nvidia. Alors, Nvidia va pas se casser la figure. C'est vrai, il y a l'effet dollar aussi qui n'est pas à négliger. Je suis d'accord avec Christian. Avec un panier de 1500 actions, vous êtes protégé. C'est juste que voilà, si votre DCA se fait à la baisse, ça fait jamais plaisir parce qu'on se dit un jour j'aurai raison. Faut avoir confiance quand le DCA est à la baisse. C'est toujours plus agréable quand il est à la hausse. Oui, ça forcément. Enfin bon, encore une fois, on est sur une optique de long terme, voire de très long terme. Félix Baron, Club des investisseurs indépendants. Merci d'avoir été avec nous.